Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire véritablement glaçante, une histoire qui hante encore les esprits. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de rester actif. Votre soutien est essentiel, et je vous en serai infiniment reconnaissant. Les cas de disparition mystérieuse dans des circonstances troublantes suscitent souvent une fascination intense, captivant l'attention du public et des médias. Dans nombre de ces situations, aucune théorie solide ne parvient à s'imposer. Les hypothèses restent vagues, les pistes incertaines, et malgré les spéculations persistantes, les enquêtes s'embourbent, restant ouvertes pendant des années, parfois des décennies entières. Les autorités continuent d'espérer que la vérité finira par émerger, aussi improbable que cela puisse paraître. Dans cette lutte acharnée contre l'oubli, les familles des disparus jouent un rôle crucial. Leur détermination inébranlable à comprendre ce qui s'est réellement passé empêche ces histoires de sombrer dans le silence. Leur douleur, leur espoir, leur obstination maintiennent en vie des enquêtes que le temps cherche à étouffer. Parfois, les disparitions les plus énigmatiques deviennent le terreau de rumeurs délirantes, nourrissant des légendes locales qui prennent racine dans l'ignorance et la peur. Parmi ces affaires les plus troublantes figure la disparition d'une jeune femme française prénommée Roxane Benest, accompagnée d'un homme d'origine marocaine du nom de Nabil Turugi. Ce qui devait être une simple rencontre, une sortie anodine entre deux jeunes adultes, s'est transformé en mystère glaçant. Aucun des deux n'est jamais revenu. Leur disparition a secoué l'opinion publique bien au-delà des frontières françaises, résonnant jusqu'aux quatre coins de l'Europe. Alors plongeons ensemble dans cette affaire. Tentons de comprendre ce que l'on sait vraiment, et ce qui continue d'échapper à toute logique. Nabil Turugi voit le jour le 18 janvier 1999 dans la petite ville d'El Oun Sidi Malouk, au nord-est du Maroc. Issu d'un foyer modeste de classe moyenne, il est le deuxième enfant d'une fratrie de 5, mais surtout, il est l'unique fils de la famille. Ses parents et ses 3 sœurs cadettes vivent toujours dans la maison familiale, enracinés dans ce même village. Dès son plus jeune âge, Nabil se distingue. Il est intelligent, sérieux, déterminé. À l'école, il excelle, particulièrement dans les disciplines scientifiques et mathématiques. Il nourrit un rêve profond, poursuivre ses études supérieures en Europe, convaincu que l'avenir s'y construit avec plus de promesses. Tout chez lui dégageait l'image d'un jeune homme promis à une brillante destinée. Il entretient une relation étroite et affectueuse avec ses parents et ses sœurs. Un lien familial fort, empreint de tendresse et de confiance mutuelle. Aucun secret ne les divise. Ceux qui ont côtoyé Nabil parlent d'un garçon poli, calme, d'une gentillesse sincère. Il se montrait toujours disponible pour aider, avec une humilité rare et une discrétion presque effacée. Après l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires, il entreprend des démarches pour quitter le Maroc. Son objectif est clair, rejoindre l'Europe pour y poursuivre ses ambitions. Sa sœur aînée l'a précédé de 2 ans. Elle s'est installée en Belgique, où elle a intégré une université avant de se marier. Avec son époux, elle a élu domicile dans la ville côtière de Blankenberge, en Flandre occidentale. À l'âge de 19 ans, Nabil choisit de s'établir en France, plus précisément à Biarritz, une station balnéaire située sur la côte basque, au Cap Saint-Martin. Ville élégante d'environ 25 000 habitants, autrefois prisée par la noblesse européenne, Biarritz attire désormais des surfeurs venus du monde entier. Mais Nabil ne vient pas y chercher le sable chaud ni les vagues. Il est admis sans difficulté dans une prestigieuse école d'ingénierie, où il se fait rapidement remarquer par son sérieux et son talent. En 2021, diplôme en poche, il décroche un poste convoité dans une grande entreprise. Le rythme de travail flexible lui convient parfaitement, lui permettant de voyager régulièrement en Belgique pour rendre visite à sa sœur, alors enceinte de son 2e enfant. Nabil s'adapte aisément à sa nouvelle vie en France. Il se construit un cercle d'amis fidèles tout en restant profondément attaché à ses racines. Il maintient un contact constant avec ses proches au Maroc et rentre chaque année pour les fêtes. Il voit souvent sa sœur aînée, la soutient moralement et financièrement, et devient même le parrain de son premier enfant. Quant à Roxane Benest, elle est née le 30 mars 2001 à Angoulême, une petite ville du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle est l'enfant du milieu d'une fratrie de 3. Avec une grande sœur et un petit frère, elle grandit au sein d'une famille modeste, mais aimante. Ses parents mettent tout en œuvre pour offrir à leurs enfants les meilleures chances d'éducation et un avenir stable. Roxane n'était pas la meilleure élève de sa classe, mais elle possédait quelque chose de bien plus précieux, un cœur immense. Toujours prête à aider, elle était appréciée de tous. Ses amis la décrivaient comme généreuse, travailleuse, dotée d'une sensibilité rare. Elle se liait facilement aux autres, et trouvait du réconfort dans la lecture, le dessin, et la photographie. À la fin du lycée, elle s'installe à Biarritz, elle aussi, et s'inscrit à une formation d'aide-soignante. Très vite, elle décroche un emploi dans une maison de retraite. Ses collègues, tout comme les pensionnaires qu'elle accompagnait au quotidien, saluent sa douceur, sa patience et son sens aigu des responsabilités.
Elle accomplissait son travail avec une bienveillance naturelle, illuminant le quotidien de ceux qu'elle soignait. Au départ, pour alléger ses dépenses, elle partage un appartement avec 2 amis. Mais dès qu'elle obtient une stabilité financière, elle choisit de vivre seule, dans une résidence paisible en périphérie de la ville. Malgré cette indépendance nouvelle, Roxane reste profondément liée à sa famille. Elle rend visite à ses parents presque chaque week-end, retrouvant le cocon familial dès que son emploi du temps le permet. Elle travaille beaucoup, parfois de longues heures d'affilée. Épuisée par son emploi du temps chargé, Roxane avait peu de temps pour elle. En dehors de ses collègues et des personnes dont elle prenait soin au travail, elle ne voyait presque personne. Sa vie personnelle était reléguée au second plan. Pourtant, jamais elle ne s'en plaignait. Roxane croyait fermement que les choses viendraient en leur temps, qu'il fallait être patiente et ne pas forcer le destin. Elle restait active sur plusieurs réseaux sociaux, où elle partageait ses centres d'intérêt, publiait des photos, et mettait en ligne ses créations artistiques. C'est d'ailleurs sur l'un de ces réseaux, en janvier 2022, qu'elle fit la connaissance d'un jeune homme, Nabil. Lui aussi travaillait d'arrache-pied. Pris dans le tourbillon de ses responsabilités professionnelles, il n'avait guère de temps à consacrer aux relations personnelles. Il utilisait rarement les réseaux sociaux, et n'imaginait pas qu'un simple clic puisse bouleverser sa vie, jusqu'à ce qu'il tombe sur le profil de Roxane. Son sourire chaleureux, son regard sincère et son énergie bienveillante attirèrent immédiatement son attention. Il osa franchir le pas et lui envoya un message. Roxane accepta la demande de cet inconnu. Très vite, un lien naturel s'installa entre eux. Leurs échanges, d'abord légers et décontractés, se révélèrent étonnamment fluides. Ils découvrirent rapidement qu'ils partageaient bien plus que de simples goûts en commun, une vision du monde similaire, une sensibilité proche, des rêves comparables. Leurs discussions devinrent quotidiennes, se prolongeant parfois des heures durant, comme si le temps cessait d'exister lorsqu'ils se parlaient. Ils échangèrent leurs numéros de téléphone et commencèrent à s'appeler régulièrement. Aucun d'eux ne cherchait quelque chose de précis. Ils se laissaient porter, profitant simplement de cette complicité naissante. Pas de précipitation, pas de faux-semblants. Juste 2 âmes qui apprenaient à se découvrir. Lors d'un séjour chez sa sœur aînée, Nabil mentionna qu'il avait rencontré quelqu'un qui lui paraissait différente, spéciale, presque familière. Il ne s'attarda pas, promettant de raconter les détails plus tard. De son côté, Roxane confia également à sa sœur qu'elle discutait avec un jeune homme qu'elle trouvait intelligent, attentionné et très respectueux. Leurs horaires surchargés rendaient une rencontre en personne difficile, bien qu'ils ne vivent qu'à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre. Mais finalement, leurs jours de congé finirent par coïncider. Ils décidèrent de se voir dans un petit café, chaleureux et discret. Ce rendez-vous tomba un 14 février, jour de la Saint-Valentin. Ce n'était pas prévu ainsi, mais les deux y virent un signe du destin. Ce premier rendez-vous fut un moment suspendu. Ils parlèrent de leur vie, de leur passé, de leurs aspirations. Ils rirent, échangèrent des anecdotes, et partagèrent des instants de complicité sincère. Chacun fut touché par l'authenticité de l'autre. Une connexion rare, précieuse. Ils prirent même une photo ensemble ce jour-là, qu'ils publièrent tous deux sur leurs réseaux sociaux, se taguant mutuellement. Ce cliché, anodin à première vue, deviendrait plus tard tristement célèbre, circulant massivement dans les médias alors que leur nom faisait la une à travers toute l'Europe. On y voyait 2 jeunes gens rayonnants, insouciants, heureux. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il ne leur restait alors que quelques jours à vivre cette normalité. Dès après ce premier rendez-vous, ils commencèrent à parler d'un second. L'occasion ne tarda pas à se présenter. Ils fixèrent une nouvelle rencontre pour le vendredi 18 février 2022. Tous deux étaient enthousiastes et voulaient rendre cette soirée spéciale. Ils choisirent un cadre romantique, propice à la magie des débuts. Roxane préféra garder cette relation naissante secrète. Aucun de ses collègues ou amis proches n'était au courant. Elle se confia uniquement à sa sœur, lui disant qu'elle sentait naître quelque chose de fort, qu'elle avait peut-être trouvé quelqu'un d'unique. Elle se préparait à vivre un deuxième rendez-vous avec un garçon rencontré en ligne, et l'idée même l'emplissait d'une excitation mêlée de douceur. De son côté, Nabil écrivit à sa sœur aînée. Il lui expliqua qu'il avait prévu un rendez-vous ce soir-là. Il ne donna pas beaucoup de détails, ne mentionna pas le prénom de Roxane, mais laissa entendre qu'il envisageait sérieusement de la présenter à la famille s'il continuait à ressentir cette alchimie. Ce vendredi-là, le ciel fut clément. Un soleil pâle mais agréable baignait la ville jusqu'au crépuscule. Des témoins rapportèrent avoir vu le couple se promener sur la promenade en bord de mer. Roxane prit quelques photos du paysage, qu'elle publia sur ses réseaux. Plus tard, ils furent aperçus dans un café, assis côte à côte, riant, discutant, visiblement détendus et heureux d'être ensemble. Mais peu de temps après, ils disparurent. Sans laisser la moindre trace. La première personne à s'alarmer fut Anno, un camarade de Nabil.
Ce dernier lui avait promis de passer chez lui aux alentours de 22 heures pour l'aider sur un projet d'ingénierie lié à son mémoire de fin d'études. Il avait dit qu'il viendrait juste après avoir accompagné sa compagne chez elle. Mais il ne vint jamais. Ni cette nuit-là, ni le lendemain matin. Il ne répondait plus aux messages. Les appels tombaient directement sur la messagerie. Son téléphone semblait éteint. Ce comportement n'avait rien de normal. Nabil était fiable, ponctuel, quelqu'un sur qui on pouvait compter. En cas d'imprévu, il aurait prévenu. Inquiet, Hanno alerta la sœur de Nabil. En apprenant que son frère n'avait donné aucun signe de vie depuis la veille, elle prévint aussitôt leurs parents et contacta la police locale. Pendant ce temps, Roxane ne se présenta pas à son travail le 19 février. Elle avait un service prévu ce jour-là. Ce fut un choc. Elle n'avait jamais été absente sans prévenir, jamais même en retard. Les appels à son portable restaient sans réponse. Les messages, ignorés. Elle ne réagissait plus sur aucune plateforme. Ce même jour, les collègues de Roxane contactèrent ses parents pour leur annoncer une nouvelle alarmante. Leur fille avait disparu. Sans perdre une seconde, la famille prit la route pour Biarritz. La sœur aînée de Roxane possédait un double des clés de son appartement. En arrivant sur place, ils découvrirent un logement intact. Tout était à sa place. Aucune trace de lutte, aucun désordre, aucune valise manquante. Rien n'indiquait un départ précipité. Rien, sauf le silence. Personne n'avait eu de nouvelles de Roxane depuis la veille au soir. Aucun de ses amis, aucun de ses collègues. Tout ce que l'on savait, c'était qu'elle avait un rendez-vous avec un jeune homme rencontré en ligne. C'était la seule information tangible. Face à cette inquiétante absence, ses parents déposèrent sans attendre une déclaration de disparition auprès de la police locale. Dans un premier temps, les signalements de disparition concernant Roxane et Nabil furent traités séparément. Aucun lien formel ne pouvait encore être établi entre les deux jeunes gens. Personne ne pouvait dire avec certitude avec qui chacun avait rendez-vous ce soir-là. Mais très vite, les deux familles se heurtèrent à un obstacle majeur, le manque de réactivité des autorités. La police estimait que, puisque les deux disparus étaient majeurs, ils avaient droit à leur intimité et n'avaient aucune obligation d'informer leurs proches de tous leurs faits et gestes. Face à cette inertie, les familles prirent les choses en main. Elles commencèrent leurs propres recherches, organisant des appels à témoins sur les réseaux sociaux. La sœur de Roxane réussit à retrouver le nom du jeune homme avec qui elle avait rendez-vous. Grâce à son profil en ligne, elle découvrit une publication inquiétante émanant de la famille de Nabil. Lui aussi était porté disparu depuis ce fameux vendredi. De son côté, la sœur de Nabil retrouva le profil de Roxane et tomba sur des photos du couple, prises lors de leur première rencontre. Le dimanche 20 février, les familles des deux disparus entrèrent enfin en contact. Les premières discussions furent tendues. Du côté de Roxane, on craignait que Nabil ait pu lui faire du mal. Du côté de Nabil, on redoutait qu'elle l'ait entraîné dans une situation dangereuse. Mais rapidement, les soupçons firent place à une évidence. Aucune des deux familles ne savait ce qu'il s'était passé. Elles étaient unies par la même douleur, la même peur, le même besoin de vérité. Elles décidèrent de s'unir pour mener la recherche ensemble. Les proches des deux jeunes se mobilisèrent sans relâche. Ils contactèrent tous ceux qui auraient pu savoir quelque chose. Des groupes furent créés sur les réseaux sociaux pour partager des photos, diffuser des appels à témoins, récolter la moindre information susceptible de faire avancer l'enquête. Amis, collègues, connaissances, tous participèrent. Des affiches furent imprimées et placardées dans toute la ville. Chaque affiche portait des détails permettant d'identifier les disparus. Roxane avait plusieurs tatouages distinctifs. Nabil, lui, portait une tache de naissance facilement reconnaissable. Leurs véhicules respectifs avaient également disparu. Nabil conduisait une Renault Clio 3 grise. Roxane avait récemment acheté une Peugeot bleue. Les familles organisèrent elles-mêmes des recherches pour retrouver les voitures. Sans succès. Ce ne fut que le lundi matin, plus de 48 heures après la dernière apparition du couple, que la police entama enfin une véritable opération de recherche. Ce retard fut justifié par la possibilité que les deux jeunes soient partis en escapade romantique sans prévenir. Mais à mesure que le temps passait, et que leur téléphone restait désespérément éteint, cette hypothèse perdit toute crédibilité. Il devenait évident qu'il s'était passé quelque chose de grave. Les enquêteurs confirmèrent que, peu avant leur disparition, le couple avait été vu dans un restaurant de restauration rapide. Plusieurs témoins oculaires les avaient aperçus, et des caméras de surveillance les avaient filmés. Pourtant, leur véhicule n'avait pas été repéré sur le parking à proximité. Ce secteur est très fréquenté les vendredis soirs. Les enquêteurs supposèrent donc qu'ils avaient dû se garer un peu plus loin. Cette hypothèse fut bientôt validée. La voiture de Roxane fut retrouvée dans une rue latérale, à quelques minutes du restaurant. Elle était stationnée dans un petit parking discret. À l'intérieur, rien n'avait bougé. Aucun indice d'effraction, aucun objet déplacé, aucune trace de violence. Tout semblait en ordre.
La voiture donnait l'impression d'avoir été simplement laissée là, en tout hâte ou avec l'intention de revenir rapidement. Cela laissait supposer que les deux jeunes avaient poursuivi leur soirée dans la voiture de Nabil. Mais où était-il allé? 2 jours plus tard, le véhicule de Nabil fut retrouvé à proximité du phare de Biarritz. Un site escarpé, perché sur une falaise surplombant l'océan, apprécié des touristes pour sa vue spectaculaire. Malheureusement, aucun système de vidéosurveillance ne couvrait la zone. La seule caméra installée au niveau du phare était hors service depuis plusieurs semaines. Il était donc impossible de savoir à quel moment la voiture était arrivée. À l'intérieur du véhicule, les enquêteurs retrouvèrent plusieurs effets personnels appartenant à Roxane et Nabil. Le téléphone de Roxane était fixé sur le tableau de bord, en mode GPS. Chargé à bloc, mais non utilisé depuis un certain moment. Cela permit aux enquêteurs de retracer leur trajet exact. Sur la banquette arrière, ils découvrirent l'ordinateur portable de Nabil. Sur le siège passager, le sac à main de Roxane, contenant ses clés, de l'argent liquide et ses cartes bancaires. Tout semblait indiquer qu'ils étaient sortis un instant, pensant revenir vite. Rien ne suggérait une agression ou un enlèvement. Aucune empreinte étrangère. Aucune trace de lutte. Aucun élément déplacé. Les enquêteurs écartèrent rapidement l'hypothèse du vol ou de l'attaque ciblée. Le seul objet manquant était l'appareil photo de Roxane. Elle l'avait probablement emporté avec elle pour capturer quelques images ce soir-là. Quant à son téléphone, il avait fini par s'éteindre. Bande vidéo à temps. Lorsqu'un proche de la famille de Nabil tenta de récupérer les images, il était déjà trop tard. La séquence avait été écrasée par les enregistrements plus récents. Une opportunité précieuse venait de disparaître, une fois de plus, par manque de réactivité des autorités. La dernière trace du téléphone de Nabil remonte à 18h30 précise ce vendredi-là, un signal capté à proximité du célèbre rocher de la Vierge, sur le sentier qui mène au phare. Ce lieu, perché à flanc de falaise, est réputé pour offrir des vues spectaculaires sur l'océan Atlantique. Le chemin menant au phare serpente entre plusieurs belvédères, suspendus au-dessus du vide, offrant un panorama aussi majestueux que potentiellement dangereux. Ce jour-là, la météo avait été plutôt clémente au départ. Mais à mesure que le soleil déclinait, un vent puissant se leva, se transformant rapidement en tempête. En début de soirée, la côte fut frappée de plein fouet. Les vagues, monstrueuses, venaient s'écraser contre les falaises dans un fracas terrifiant. Le pic de l'intempérie coïncidait exactement avec l'ultime activité du téléphone de Nabil. Avec les éléments recueillis, les enquêteurs tentèrent de reconstituer le déroulé de la soirée. Après leur dîner dans un restaurant du centre-ville, Roxane et Nabil auraient décidé de se rendre au phare pour admirer le coucher du soleil. Roxane, passionnée de photographie, aurait emporté son appareil pour immortaliser le moment. Alors qu'ils se trouvaient sur l'un des belvédères, la tempête se serait abattue brutalement. Tentant de regagner leur véhicule, ils auraient été surpris par une vague gigantesque, et emportés. Cette version fut rapidement privilégiée par les forces de l'ordre. Aux yeux de la police, tout pointait vers un accident dramatique, mais naturel. Une disparition tragique, certes, mais sans intervention criminelle. Une autre hypothèse, plus glaçante encore, fut brièvement évoquée, un suicide à deux. Cette explication, bien que douloureuse, permettait d'archiver le dossier sans avoir à déployer davantage de ressources. Mais les familles de Roxane Benest et Nabil Turugi s'opposèrent fermement à cette conclusion hâtive. Elles exigèrent que l'enquête reste ouverte, d'autant plus qu'aucun corps n'avait été retrouvé. Sans preuve tangible, il restait une lueur d'espoir, celle que leurs enfants soient encore vivants, quelque part, en danger ou retenus contre leur gré. La sœur de Roxane trouva un carnet dans son appartement contenant les mots de passe de ses réseaux sociaux. En accédant à ses conversations récentes, elle ne décela rien d'inhabituel. Roxane discutait presque exclusivement avec Nabil. Leurs échanges étaient tendres, enthousiastes. Ils planifiaient leur rendez-vous avec soin, exprimaient leur impatience de se revoir. Rien, absolument rien, ne laissait penser que l'un ou l'autre envisageait de mettre fin à ses jours. Les enquêteurs, malgré leur attitude initiale, durent reconnaître qu'aucune piste ne pouvait être exclue. La thèse d'une disparition volontaire fut évoquée. Le couple aurait décidé de tout quitter, de recommencer ailleurs, en secret. Mais là encore, les faits contredisaient cette idée. Depuis ce vendredi 18 février 2022, aucune transaction bancaire n'avait été enregistrée. Aucun message, aucun appel, aucun accès à leur compte. Pas même une connexion à leur courriel. Une disparition volontaire aurait impliqué une certaine préparation, des mouvements, des indices. Or, il n'y avait rien. Pour les proches de Nabil, originaire d'une région marocaine marquée par les questions de sécurité, une autre possibilité devait être envisagée, celle d'un enlèvement. Ce qui les troublait, c'était cette voiture restée ouverte, pleine d'effets personnels visibles. Un ordinateur, un téléphone actif, de l'argent liquide, des cartes bancaires, laissés en évidence,
comme si le couple s'était absenté pour quelques minutes. Ils craignaient qu'une personne mal intentionnée ait profité d'un instant d'inattention pour les piéger. Déterminés à obtenir des réponses, les parents de Nabil engagèrent un détective privé. Ils espéraient qu'en dehors des procédures officielles, quelqu'un pourrait remonter une piste, trouver un indice, déclencher une demande de rançon. Mais aucune communication de ce type n'arriva jamais. La famille de Roxane, quant à elle, restait plus proche de la théorie de l'accident. Ce n'était pas la première fois que des touristes étaient happés par les vagues au pied du phare. Les accidents sur ce littoral rocheux étaient connus. Mais même eux, malgré leur pragmatisme, refusaient d'accepter un décès sans preuve matérielle. Ils exigeaient la vérité. Accord. Un indice. Une confirmation. Malheureusement, les recherches en mer furent extrêmement limitées. En raison de la tempête en cours, seuls des drones et des hélicoptères furent mobilisés. Trop dangereux d'envoyer des plongeurs ou des embarcations. Et lorsque le temps se calma enfin, il était trop tard. Trop d'heures avaient passé. Trop de courants avaient balayé la zone. 3 longues années se sont écoulées depuis la disparition de Roxane et Nabil. Le dossier n'a jamais été classé, mais les espoirs s'amenuisent. La zone de recherche fut progressivement élargie, jusqu'à inclure plusieurs pays européens, dans l'éventualité où des restes non identifiés pourraient apparaître ailleurs. Les familles fournirent des échantillons d'ADN, prêts à toute éventualité. Mais rien ne fut retrouvé. Aucun signe de vie. Aucun objet. Aucune trace. Et la frustration des familles grandit. Dès le départ, ils avaient senti que les autorités minimisaient les faits. Trop vite, la police avait conclu à une noyade. Trop vite, elle avait fermé les yeux sur d'autres hypothèses. Les proches durent tout organiser eux-mêmes, les recherches, les appels à témoins, la coordination avec des bénévoles. Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'un détail capital émergea. Un petit hôtel, situé non loin du phare, possédait une caméra de surveillance braquée sur une portion du sentier menant au point de vue. Peut-être cette caméra avait-elle capté quelque chose. Peut-être y voyait-on Roxane et Nabil, marchant ensemble vers l'océan. Mais personne n'avait jamais réclamé ces images. Et elles avaient été perdues à jamais. Les enregistrements de la caméra de l'hôtel, peut-être la seule preuve potentielle permettant de reconstituer les dernières heures du couple, furent automatiquement effacés au bout de 30 jours. Une procédure standard. Une formalité numérique, qui effaça peut-être à jamais la vérité. Mais ce qui glace le sang, ce qui demeure le plus troublant dans cette affaire, c'est qu'après tout ce temps, après des mois de recherche, d'analyse, d'espoir et de désillusion, aucun corps n'a jamais été retrouvé. Aucune trace physique de Roxane Benest ni de Nabil Turugi. Aucune preuve formelle de ce qu'il portait ce soir-là. Pas de veste. Pas de sac. Et surtout, aucune trace de l'appareil photo de Roxane. Rien. Depuis plusieurs années, les familles ont multiplié les démarches, élargissant leurs recherches au-delà des frontières françaises. Des appels ont été lancés en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique, et dans d'autres pays européens, dans l'espoir qu'un corps non identifié, une photo oubliée, ou un indice minuscule permette enfin de résoudre cette énigme. Jusqu'à présent, aucune réponse n'est venue. Mais l'espoir, lui, ne s'est jamais éteint. Les proches de Nabil refusent d'accepter la théorie de la noyade. Ils sont convaincus que leur fils, leur frère, est encore vivant. Qu'il est retenu quelque part, contre son gré. Et qu'il n'a tout simplement pas les moyens de contacter sa famille. Peut-être blessé. Peut-être enfermé. Peut-être surveillé. Mais en vie. Quelque part. Les deux familles poursuivent leur combat, inlassablement. Elles se battent pour maintenir l'enquête ouverte, pour empêcher que le dossier soit relégué aux archives, classé comme une disparition non élucidée. Elles racontent leur histoire aux médias. Aux blogueurs. Aux journalistes indépendants. Aux influenceurs. À toute personne susceptible de donner de l'écho à cette affaire. Dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un, quelque part, décide de briser le silence. Quelqu'un qui détient la clé de ce mystère. Quelqu'un qui sait ce qu'il s'est réellement passé, ce vendredi 18 février 2022. Quelqu'un qui, peut-être, rendra enfin justice à Roxane et Nabil.